Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de HR Ethics. Guizou, c'est ta première fois, bienvenue dans l'émission. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis vraiment ravie. Très heureux de t'avoir Guizou. Ça va être très sympa. Je voudrais aborder ton parcours très unique dans un instant, mais je veux commencer par General Catalyst, où tu travailles actuellement. Vous venez de lancer une enquête sur le renouvellement des attributions d'actions, et je veux que tu parles à notre audience des conclusions clés de cette enquête. Oui, j'en serais ravie. Alors, je dirige une pratique assez nouvelle et unique chez GC au sein de l'équipe des talents exécutifs que nous appelons Conseil en ressources humaines et Insight. L'enquête sur le renouvellement des actions est l'un de nos produits dans le domaine des Insights. Un grand merci à Grand Rivas qui nous écoute, j'espère, qui fait partie de mon équipe et qui a joué un rôle déterminant pour nous aider à mettre en place cette pratique. Notre objectif est vraiment d'aider nos entreprises à naviguer dans les pratiques RH essentielles à leur activité en s'appuyant sur l'expérience, l'expertise, ce que j'ai vécu et ce que dit notre communauté. Mais nous nous efforçons d'étayer autant que possible nos conseils avec des données et nous ne voulons pas, vraiment, reproduire ce qui existe déjà. Nous avons la chance que nos amis de Nord-Ouest, Lightseed et tant d'autres cabinets publient leurs rapports en accès libre. Nous synthétisons beaucoup de ces données et, là où nous voyons des lacunes, nous menons nous-mêmes des enquêtes 1 ou 2 fois par an. Ce rapport sur le renouvellement des actions est celui que nous avons réalisé cette année. Et franchement, le concevoir m'a beaucoup appris sur les raisons pour lesquelles personne ne l'avait fait auparavant, car poser les questions de la bonne manière était un vrai défi et je veux remercier tous ceux, y compris des invités, de cette émission qui nous ont aidés à le concevoir et à le diffuser. Pour répondre à ta question sur les conclusions clés, l'objectif de cette enquête était vraiment de parler de la conception. Il ne s'agit pas d'un rapport d'analyse comparative sur le pourcentage de renouvellement d'actions à accorder aux employés, mais plutôt sur la manière dont les entreprises structurent aujourd'hui leur programme de renouvellement. J'ai trouvé les résultats très intéressants, surtout compte tenu de mon historique et de mon expérience dans la conception de tels programmes au sein de startups. Le point principal que je soulignerais, c'est qu'il est très clair que le climat macroéconomique impacte la façon dont les entreprises émettent des attributions complémentaires et des renouvellements. Ils sont donc résolument plus prudents quant à la dilution du capital et se concentrent vraiment sur la rétention des meilleurs éléments. Vous savez, 87% des entreprises privilégient les attributions de renouvellement basées sur la performance individuelle quand nous parlions d'éligibilité, la performance était vraiment un facteur clé. Je veux contraster cela avec l'époque, sans dire que les entreprises n'utilisent plus le modèle standard ou celui de Wealthfront, où tout le monde reçoit quelque chose simplement parce qu'il est là ou a atteint 10 ans d'ancienneté. Pour moi, c'est un changement par rapport à ce que nous avons connu, où les renouvellements étaient typiques et j'utilise ce mot avec précaution car je ne pense pas qu'il y ait de normes, mais il y a vraiment cette concentration sur la performance qui diffère de la gestion habituelle des attributions de renouvellement. C'était donc un enseignement majeur. Et les autres points portaient vraiment sur le calcul et les conditions. En se concentrant sur une simple fraction de ce qu'est une attribution d'embauche, en termes de taille de la dotation. Encore une fois, il y a eu des débats du genre au bout de 3 ou 4 ans. Si vous accordez des renouvellements, devriez-vous réembaucher quelqu'un complètement? Devriez-vous leur redonner exactement ce qu'ils ont reçu auparavant? Je veux dire, ce serait très généreux. Et croyez-moi, j'ai vu des entreprises le préconiser. Des entreprises ont adopté cette position. C'est évidemment très dilutif et cela ignore totalement le potentiel de hausse de l'attribution initiale. Nous avons donc pu étayer par des données la nécessité de réfléchir à qui l'on récompense et au montant alloué. Et je pense qu'une autre chose intéressante est que près de la moitié ne prévoyait pas de période de cliff. Donc 47% n'avaient pas de cliff de vesting. C'était aussi un aperçu intéressant de la façon dont les entreprises structurent les renouvellements par rapport aux attributions d'embauche. Mon avis est que je m'attendais à ce que les salaires soient plus conservateurs compte tenu du nouveau contexte macroéconomique, mais Carta a récemment publié des données montrant que ce n'est pas le cas, les salaires ne baissent pas vraiment, contrairement aux actions. Et pourtant, la plupart des entreprises ont probablement encore des valorisations qui pourraient être déconnectées de la réalité, vers le haut,
Alors qu'est-ce qui pousse à mettre le capital sous microscope en ce moment? Je pense vraiment que la gestion de la table de capitalisation et du pool d'action est cruciale. Quand les entreprises pensent à leur marge de manœuvre, elles pensent souvent à leur trésorerie, mais elles ont aussi une marge de manœuvre liée à leur pool d'action. Sinon, elles doivent retourner voir leurs investisseurs pour augmenter ce pool et justifier cette décision alors qu'elles font face à d'autres difficultés. On m'a toujours appris, dans le monde de la rémunération des startups, à traiter les actions comme de l'argent liquide, ce qui n'était pas la façon dont beaucoup d'entreprises pensaient, du moins il y a quelques années. Considéraient cela comme quelque chose de gratuit qu'elles pouvaient distribuer. Et vous savez, cela ne vaut rien au début de l'histoire de l'entreprise. Mais une fois que cela commence à avoir une certaine valeur, je ferai attention à ne pas utiliser le mot tangible care à cause des problèmes de liquidité et de valorisation. Il est à mon avis important de le traiter avec autant de soin que de l'argent liquide et d'aider les gens à comprendre quelle est cette valeur. Je pense que les investisseurs scrutent les demandes d'augmentation des pools d'options tout autant qu'ils scrutent les dépenses opérationnelles. Et si les entreprises attendent plus longtemps avant leur prochaine levée de fonds ou rencontrent des difficultés, elles essayent de faire attention à ce dont elles ont besoin pour embaucher des talents clés et, bien sûr, les retenir également. Je suis tout à fait d'accord. Augmenter le pool dans des périodes difficiles, comme celle-ci, surtout si vous avez une valorisation gonflée, est dangereux, n'est-ce pas? Et je pense donc que cette surveillance est tout à fait logique. Au vu de l'expérience, Guizou, avez-vous remarqué dans votre enquête s'il y a eu des renouvellements de subventions avec des périodes d'acquisition plus courtes, ou des subventions plus modestes pour aider à gérer cela? Curieusement, les périodes d'acquisition les plus courantes restaient légèrement supérieures à 4 ans. Et je pense qu'en fin de compte, c'est là que ça devient délicat, car les entreprises utilisent les actions de manière différente. Parfois, c'est pour remplacer des plans de bonus, par exemple, ou pour essayer de compenser un manque de liquidité. Bien que je pense que cela se produise de moins en moins. J'ai remarqué qu'il est moins courant de compenser une offre en numéraire plus faible, comme c'était le cas, je pense, il y a 6 ans, mais cela reste un outil d'incitation à long terme. Le numéraire est une stratégie à court terme et les actions sont une stratégie à long terme. C'est ce qui explique, je pense, pourquoi on souhaite toujours conserver cet horizon de 4 ans. Mais je pense que le levier de la période de carence, Cliff reconnaît davantage le fait que vous êtes une valeur sûre et qu'on ne va pas vous faire attendre 1 an pour acquérir ces actions. Vous êtes quelqu'un que nous voulons et que nous voulons garder ici, donc nous n'allons pas imposer cette condition de carence. J'ai trouvé que cela reflétait mieux cette reconnaissance du fait que la situation diffère d'une nouvelle embauche. Oui, nous avons eu cette discussion chez Carta concernant la carence, et évidemment, le conseil d'administration insistera pour l'inclure dans le programme de renouvellement, car si quelqu'un part, ses actions retournent dans le pool et ils sont moins dilués. Notre point de vue était que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ils sont déjà là depuis un moment. Les obliger à attendre avec des menottes dorées supplémentaires pourrait, je pense, entraîner de mauvais comportements. Ils restent assis là à attendre leur prochaine date d'acquisition. C'est pourquoi nous avons décidé qu'il n'y aurait pas de carence pour les renouvellements. Mais je voudrais prendre un instant pour parler de la performance. Vous dites que presque tout le monde pense désormais à la performance lors d'une attribution de renouvellement, et je trouve ça très bien. J'ai observé ce phénomène en recrutement, où tout le monde dit vouloir payer à la performance tout en faisant de grosses concessions pour une nouvelle embauche. Pourtant, pour quelqu'un qui a fait ses preuves, vous l'avez dit, quand ils arrivent à leur 3e ou 4e année, doit-on leur donner une nouvelle attribution comme s'ils étaient de nouvelles recrues? La réponse n'est-elle pas évidemment oui? Nous avons des données sur eux, alors que les entretiens sont totalement imparfaits, et pourtant, nous continuons de privilégier le recrutement plutôt que d'investir dans nos talents existants. C'est mon cheval de bataille, je vais descendre de ma tribune, mais je suis curieux d'avoir votre avis et ce que vous observez avec votre perspective. Écoutez, j'aime bien, on doit raisonner à partir des principes fondamentaux ici. Il existe donc un argument rationnel selon lequel cette personne pourrait simplement obtenir une autre bourse de 4 ans ailleurs et se faire réembaucher ailleurs, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui les empêche de le faire? Et pourquoi ne ferions-nous pas pour eux ce qu'une autre entreprise est prête à faire? Eh bien, pour plusieurs raisons.
Premièrement, surtout dans un marché de l'emploi dynamique, le désespoir mène à beaucoup de comportements extrêmes. Je pense qu'il y a beaucoup plus de tensions et d'inconnus des deux côtés, n'est-ce pas? Ce n'est pas seulement que l'employeur a désespérément besoin de ce talent, vous avez vraiment besoin de les avoir. Et de l'autre côté, l'employé se dit « Je ne vous connais pas. Oh, votre culture d'entreprise sera-t-elle un endroit où j'ai vraiment envie de travailler? Est-ce vraiment l'endroit où je veux consacrer mon temps ?» D'un point de vue de levier de négociation, il n'est pas surprenant que les primes d'embauche continuent d'être plus élevées. Si vous débauchez quelqu'un d'une autre opportunité très intéressante, il y a beaucoup d'éléments qui justifient cette prime. Sur votre point concernant les primes de suivi et de renouvellement, si l'on suit cette logique consistant à dire que nous devrions réembaucher cette personne parce que nous l'apprécions beaucoup, cela réduit totalement à zéro la valeur de leurs actifs existants. Quand nous avons structuré cela chez Instacart et réfléchi à nos primes de renouvellement, nous avons eu beaucoup de débats, notamment sur le fait que cette personne possède déjà énormément d'actions. Ce n'est pas grave si son salaire est beaucoup plus bas que celui des autres, ou alors cette personne n'a pas beaucoup d'actions acquises, alors comment devrions-nous aborder cela? Je pense que cela permet de faire en sorte que les gens restent motivés par leur prime d'embauche initiale. Cela s'applique aussi aux cadres. La majorité de leur valeur réside dans leur prime d'embauche. Il est donc essentiel qu'ils ne considèrent pas cela comme nul, n'est-ce pas? Ils doivent penser à développer cette valeur initiale et oui, une reconnaissance continue avec des avantages incitatifs sur le long terme, cela a du sens de continuer à renouveler. Mais, vous savez, à l'époque où j'étais chez Instacart, c'était au sein d'une entreprise différente avant qu'elle ne soit publique. C'était encore une entreprise dirigée par son fondateur. Le PDG ne voulait pas avoir de discussion au niveau de la direction sur les attributions de renouvellement avant que les gens soient totalement acquis. Et il avait une position très ferme, du genre, c'est un contrat de 4 ans. J'ai passé un contrat avec vous et je n'en reparlerai qu'à la fin. Maintenant, si vous avez un cadre clé, cela lui donne un poids important dans les négociations au moment où le contrat doit être renégocié. Donc c'est un peu un compromis, n'est-ce pas? D'un côté, vous pouvez tenir des années avant de toucher à des attributions de renouvellement coûteuses, et de l'autre, vous comptez sur cette personne pour rester. Et si elle est vitale pour l'entreprise, vous lui donnez beaucoup de poids pour négocier quelque chose qui pourrait être bien supérieur au marché. Vous savez, quand on parle du marché, c'est vraiment combien je vaux pour vous si je m'en vais. Et je suis capable de le faire. Et donc, vous savez, je pense qu'il est important de remettre cela en perspective aussi. Je veux dire, j'apprécie en fait la force de caractère et la persévérance que cela demande. Ça dépend de l'entreprise, mais j'aimerais connaître vos avis, car j'ai défendu ce que je considère comme une approche très classique. On ne donne pas d'attribution de renouvellement avant 3 ou 4 ans. Et pour les meilleurs éléments, je veux dire, vous ne donnez pas forcément des attributions, mais vous regardez tous ceux qui ont acquis plus 50%, ce qui mènerait à 2 ans, n'est-ce pas? Tous les 2 ans, si vous êtes exceptionnel. Peut-être qu'elles ne sont pas aussi importantes, mais je pense simplement que c'est vraiment essentiel. Et je pense que la barre des 3 ans provoque simplement de la complaisance et un risque. Et pendant le marché haussier, tout le monde recevait une attribution de renouvellement symbolique au bout de 3 ans. Donc, si vous étiez correct, vous receviez une attribution de renouvellement. Si vous étiez excellent, vous receviez une attribution de renouvellement au bout de 3 ans. Et je trouve juste que c'est de la folie. Bien, revenons à notre rapport, nous avons posé la question de savoir quand les employés sont éligibles pour la première fois à une attribution de renouvellement. Et une autre grande surprise a été qu'en réalité, 1 à 2 ans était plus courant que les 3 ans et plus, ce dont j'avais, comme je l'ai dit, davantage l'habitude d'entendre parler. Salut à tous, nous serons de retour dans un instant après un mot de nos sponsors. Votre personnel est à la fois la plus grande force de votre organisation et son coût le plus important. Avec Plantful, il est facile de percer les secrets d'une planification efficace des effectifs pour que vous et votre équipe RH puissiez prendre les bonnes décisions commerciales. Imaginez utiliser des informations basées sur des données pour élaborer des prévisions précises, combler les lacunes en matière d'embauche et ajuster les plans d'acquisition de talents en collaboration en fonction des coûts actuels et futurs, Plantful vous permet de collaborer avec vos collègues de la finance pour comprendre la valeur que vos employés apportent à l'entreprise. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez commencer avec Plantful en seulement quelques semaines avec une aide minimale de l'informatique.
De plus, avec Plantful, vous bénéficiez d'une marge de manœuvre illimitée. Plantful évolue avec vous, quelle que soit la rapidité ou l'ampleur de la croissance de votre équipe. Prêt à transformer votre stratégie RH? Rejoignez plus de 500 organisations dans le monde qui font confiance à Plantful comme logiciel de planification des effectifs de référence sur plantful.com/heretics. Soyons honnêtes, la plupart des responsables du recrutement n'ont pas encore trouvé comment exploiter l'IA pour avoir un impact significatif sur leur processus d'embauche et leurs objectifs commerciaux. Mais les leaders qui utilisent efficacement l'IA pour transformer l'efficacité et la qualité de leur équipe de recrutement utilisent MetaView. MetaView est l'assistant IA pour le processus d'entretien. Leur IA enregistre et transcrit les conversations d'embauche comme les prises de brief, les entretiens et les débriefings, puis fournit des notes parfaitement résumées de tout ce qui a été discuté. Cela signifie que vos collaborateurs peuvent se concentrer sur la création de liens humains avec les candidats pendant les appels et gagner du temps sur la tâche fastidieuse de mise en forme des notes après chaque entretien. Mais c'est bien plus qu'un simple gain de temps, car des notes parfaites signifient des données parfaites pour chaque candidat dans chaque pipeline. Les équipes de recrutement peuvent prendre des décisions confiantes et éclairées, et les leaders du recrutement peuvent enfin prendre le contrôle du processus. Rejoignez des leaders du recrutement avant-gardistes au sein d'organisations performantes, comme Brex, HelloFresh et Flora, et découvrez MetaView. Rendez-vous sur metaview.ai/heretics pour parler à l'un des experts produits de MetaView ou pour commencer, gratuitement. Vous serez opérationnel et équipé de l'IA en quelques minutes. Maintenant, l'autre revers de la médaille, Guizou, n'est-ce pas, c'est qu'être éligible ne signifie pas. J'étais vraiment pour. Certaines personnes perspicaces l'ont vraiment remarqué, et c'est vraiment clé, car la performance est un facteur tellement important. C'est vraiment difficile de demander quand faites-vous cela réellement. Je veux dire aussi, franchement, cela devient une enquête très longue à laquelle les gens ne veulent pas répondre. Nous essayons donc d'optimiser à la fois la simplicité et l'obtention des informations que nous recherchions. Pour rappel, j'ai constaté que dans 78 pointers, tous les employés ayant 2 ans d'ancienneté ou moins sont éligibles à leur première attribution complémentaire. Et parmi elles, 59 sans rendent les employés éligibles aux attributions suivantes sur une base annuelle. C'est donc un point qui certains de nos investisseurs demandent. Attendez une seconde, est-ce que ça veut dire que tout le monde reçoit une attribution annuelle après les 2 premières années? Et je réponds que c'est vrai pour les plus performants. Donc, si vous restez dans cette catégorie des plus performants, vous pourriez finir par recevoir des attributions annuelles par la suite, ou peut-être pas. Certaines années, oui, d'autres non. Je pense donc que c'est beaucoup plus nuancé et moins systématique que ce à quoi les gens étaient habitués. C'est donc un peu, vous savez, un peu plus difficile à expliquer, mais... non. Il n'y a pas de norme. Il n'y a aucune norme à ce sujet. C'est ce que j'ai appris en faisant cela chez Carta. Nous avons demandé une augmentation importante du capital, ce qui, je l'ai constaté, était très controversé auprès de notre conseil d'administration à l'époque, et j'ai appris de ce processus. Mais lorsque nous essayons d'obtenir des données là-dessus, il n'y en avait tout simplement pas. Alors Kelly, je veux m'assurer d'avoir bien compris ce que tu as dit. Préconisais-tu que les employés ne soient pas éligibles aux attributions complémentaires avant leur 2e année d'emploi? Je préconisais que l'éligibilité à l'attribution complémentaire, oui, à 50% plus d'acquisition, soit à examiner. Pas nécessairement pour l'attribution, mais pour examiner. Plutôt que 75% ou plus. Plutôt que 75 ou 100% ce que je voyais jusqu'ici. Je voyais chaque employé moyen obtenir quelque chose à 75 points d'acquisition. Je me suis dit, et si on faisait en sorte que tout le monde ne reçoivent pas quelque chose? Les meilleurs éléments l'obtiennent plutôt à 50%. Vous cumulez leurs gains dans le temps, vous les fidélisez sur cette valeur future qui se construit progressivement. Et il a été utile pour les investisseurs d'entendre qu'il s'agit, vous savez, d'un jeu à somme nulle. Nous ne changeons pas le total. Nous l'allouons simplement différemment. Pour une meilleure accélération de l'activité et une meilleure rétention des meilleurs talents. Ne pensez-vous pas qu'on peut identifier les meilleurs talents en 12 mois? Bien sûr que si. Oh, tu dis que ça devrait être plutôt Nolan? D'accord, c'est très bien. Mais pourquoi le feriez-vous? J'essaye de... Voilà, parce que c'est là que je veux en venir. Je vois ce désir constant de miser sur le recrutement et d'y investir, alors qu'à mon avis, si l'on croit vraiment à la rémunération, à la performance, on devrait être plus compétitif sur la part en numéraire lors du recrutement et moins sur les actions en utilisant ces dernières comme levier pour fidéliser nos meilleurs éléments. C'est un peu mon cheval de bataille, la façon dont je concevrai les choses sur un rythme annuel, car je veux que mes meilleurs collaborateurs ressentent un vrai sentiment d'appartenance.
C'est ce qu'on voit chez Google et dans la plupart des entreprises publiques, elles font un examen annuel, ce qui est très bien. Pour ma part, Nolan, dans les entreprises à un stade précoce, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de diluer le capital et d'accorder des actions à des gens qui ne sont là que depuis 1 an. En numéraire. Oui, bien sûr. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire et je ne suis pas sûre qu'1 an suffise pour accorder la moitié d'une dotation d'embauche à quelqu'un qui vient de signer pour 4 ans. Ah. Maintenant, il y a des anomalies. Ou alors peut-être voulez-vous dire un quart, 1 an après, quelque chose comme ça. Hein. Je pense aussi qu'au début, quand j'ai rejoint Instacart ou pris le poste de VPRH, je ne connaissais absolument rien à tout ça, pour être honnête. J'ai abordé la question ainsi, et ce que j'ai entendu de la part de ceux qui se prétendaient experts, surtout des ingénieurs ayant travaillé dans plusieurs entreprises, c'était « voici comment on fait. Laisse-moi t'expliquer, puisque tu ne sais manifestement pas ce que tu fais. » Et ce n'est pas seulement pour les actions, mon Dieu. C'est valable pour tous les aspects des RH. C'est fait comme ça, et quand j'ai enquêté et fait des recherches, parce que, voyez-vous, je suis une ancienne avocate, donc j'utilise ces compétences. Pour vérifier, je me suis dit, très bien, est-ce que c'est vrai? Laissez-moi valider ces hypothèses. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de méthode unique. Malgré les articles sur Wealthfront, j'apprécie vraiment que Carta ait publié les siens, que j'ai trouvé très intéressants et utiles. Il n'y a pas de méthode unique et en réalité, la plupart des entreprises n'ont même pas de stratégie proactive à ce sujet. Ils font toutes sortes de choses. Ils se disent « Oh, cette personne est sur le point de partir. Laisse-moi aller lui offrir plus d'actions sans aucune raison. » Vous savez, ils n'ont pas vraiment de stratégie globale. Et j'ajouterais, très rapidement, que beaucoup de gens souffrent du syndrome de l'imposteur concernant l'équité en se disant « tout le monde sait ce qu'il fait ». Je ne sais pas vraiment, personne vraiment la solution parfaite. Et comme ils ne savent pas, ils dépensent des centaines de milliers de dollars pour faire venir Compensia afin qu'ils leur disent quoi faire. Et vous savez ce que dit Compensia? Eh bien, ça dépend. Compensia. Non, Compensia est très bien. Je dis juste que Non, je plaisante. Je sais, mais je sais. J'ai travaillé avec Compensia pendant des années. Je dis juste qu'ils diront aussi. Eh bien, il existe plusieurs façons de faire. Ça dépend de votre... Oui, je veux juste donner un peu d'assurance à l'audience. Vous pourriez être. Eh bien, d'accord, sur ce point, oui. Plus compétent à ce sujet que vous ne le pensez. Oui, et sur ce point, appuyons-nous sur des données. Parce que quand on se dit « Oh, ça semble rationnel et logique », faisons comme ça. Et que je pense qu'il vaut mieux s'appuyer sur des données concrètes. Vous avez examiné ces chiffres, je crois que Carta les a aussi publiés. L'ancienneté moyenne d'un employé dans une start-up est de 2 ans. Donc, pour rebondir sur les propos de Kelly, si cette personne a plus de chances de partir au bout de 2 ans, quelle que soit la stratégie, vous devez croire qu'il est plus probable qu'elle reste si vous lui accordez des actions plus tôt, ce qui, soit dit en passant, créerait aussi un pic dans sa rémunération globale. Rémunération globale. Si vous regardez sa rémunération sous forme de graphique, cela crée un pic important en 2e et 3e année, si vous commencez à accorder des attributions immédiatement. Et donc, vous les rendez plus précieux et plus coûteux. Je suppose que vous les rendez plus chers dès la 2e année en faisant cela. Et vous savez, il est fort possible que vous n'ayez même plus besoin d'eux dans 1 an, simplement parce que le rythme de l'entreprise change énormément. C'est une entreprise différente. Ici, il s'agit des meilleurs éléments. Je ne parle que des 10% de plus performants. Je ne pense pas que ces 10% varient beaucoup d'une année à l'autre. Je vous entends et je suis d'accord, mais je dirais que pour les 10% supérieurs, pour rebondir sur votre point, nos données montrent qu'ils partent généralement tous les 18 à 24 mois. C'est le scénario cauchemardesque en gestion des talents, car nous voulons fidéliser nos meilleurs éléments. Et pour revenir à ce que vous disiez sur le fait d'être réactif, vous avez tout à fait raison. La plupart des entreprises sont totalement réactives. Voilà comment fidéliser les gens. Voilà comment leur dire, youpi, nous ne le faisons que pour une petite partie de nos effectifs. Vous y êtes éligible cette année et nous voulons vous remercier pour tout ce que vous faites pour la réussite de cette entreprise. Voici plus de parts pour vous retenir. C'est là que personne n'est bon et je pense que ce sera l'avenir de la gestion des talents. J'allais dire une chose, j'aimerais avoir vos avis là-dessus pour fidéliser les gens. Si vous le faites au bout d'1 an, appliquez une période de carence d'1 an. Dans ce cas, vous les bloquez au cours du 409A à cette date, puis il y a la carence d'1 an.
Et ainsi vous évitez ce pic. Pourquoi imposer une carence cependant? L'acquisition se fait de toute façon mensuellement, et s'ils partent, ça retourne dans le pool. C'est juste une manière de me noter. J'ai l'impression qu'on discute de détails sans importance, pour être honnête. Je ne suis pas d'accord. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir à cela. Concernant les consultants en rémunération, pour citer le regretté Charlie Munger, je préférerais glisser une vipère sous ma chemise que d'engager un consultant en rémunération aiguë, disait-il. Oh, je suis mort de rire quand j'ai entendu ça. C'est une citation incroyable. Je crois qu'il faut tirer parti des consultants en rémunération. Donc Charlie et moi, Quelle était la raison? Pourquoi une vipère? Qu'est-ce que... Dans l'esprit de notre profession et de notre secteur, il y a certainement des choses qui laissent à désirer. Dans ce domaine, c'est certain. Nolan, je ne cherche pas à couper la poire en deux, mais il n'y a rien qui empêche réellement une entreprise de faire ce dont tu parles. Pour prendre un peu de recul, notre enquête n'est pas axée sur la rémunération des dirigeants et nous avons bien posé des questions sur les attributions ponctuelles, qui sont selon moi le moyen d'accomplir ce que tu évoques si l'on cible, par exemple le top 5 ou le top 10 des collaborateurs. Ce n'est pas ton programme habituel de renouvellement d'action. C'est encore plus ciblé et spécifique que cela. Par exemple, jusqu'à l'arrivée de l'actuel PDG chez Instacart, nous n'avions pas de programme de bonus en numéraire. Nous étions très dépendants de nos capitaux propres et avons commencé à nous aligner sur le marché en matière de liquidité pour concurrencer les sociétés cotées. Mais beaucoup de critiques sur notre programme de renouvellement lors de son lancement portaient sur le manque de différenciation lié à la performance. Et nous avions une structure à décaissement différée. C'était une structure assez nouvelle que nous avons communiquée à l'équipe. Et la solution envisagée était de créer un programme de bonus basé sur nos actions, ce qui permettrait exactement ce dont tu parles. Tu peux faire en sorte que les actions soient acquises immédiatement, en utilisant ainsi ton capital de deux manières. D'une part comme un outil à long terme et d'autre part comme un substitut à une incitation à court terme. j'aime bien cette idée. Je ne le ferai pas sous forme de prime ponctuelle. Je l'intégrerai au programme global. C'est mon avis personnel et mon penchant pour les meilleurs éléments. Car ayant travaillé dans le recrutement, je vois cela tout le temps. Nous oublions nos talents qui sont performants aujourd'hui pour croire que la personne X rencontrée en entretien sera un interprète magique. Et dans 50% des cas, ils finissent par être peu performants, nous devons les gérer et ce n'est que dans de rares cas qu'ils deviennent des éléments de premier plan. Bref, je descends de ma tribune, je voulais juste aborder... Mes deux dernières réflexions sur les capitaux propres pour conclure. Je ne pense pas, surtout dans les entreprises en phase de démarrage, que les fourchettes de recrutement pour les nouvelles recrues soient aussi bien connectées qu'elles devraient l'être avec les fourchettes de réévaluation salariale dans la gestion des talents. Vous voyez ce que je veux dire? Ce sont généralement deux mondes distincts et je pense qu'ils devraient être davantage connectés. Ce qui, à mon avis, est en partie à l'origine de cela. Et deuxièmement, j'y pensais il y a des années. Et je ne l'ai toujours pas vu, mais l'élément de choix, je trouve cela très intéressant. Un choix entre numéraire ou action, un choix concernant le ratio risque/récompense par rapport aux actions. Je sais que c'est administrativement plus complexe, mais je pense qu'un menu de choix entre numéraire et action, puis au sein même de la catégorie des actions, est très intéressant. Je pense que ça arrive aussi, Kelly. Je pense que cela fera partie de la prochaine étape de réflexion sur les philosophies et programmes de rémunération innovants. Nous avons étudié la question et l'une des raisons pour lesquelles nous avons décidé de ne pas le faire était la difficulté d'assurer l'équité. Si quelqu'un choisit plus d'actions et que la valeur de ses actions grimpe en flèche alors qu'il aurait pu opter pour un salaire plus bas, il était difficile pour nous de concevoir l'équité à l'époque, mais je pense que nous sommes entrés dans un monde qui accepte davantage ce genre de distinction. Eh bien, c'est ce choix qu'ils ont fait, Hugues. Vous ne l'avez pas fait, les gens l'acceptent très bien. Je pense qu'il y a de ça. Il y a aussi, vous savez, le soutien à l'idée que cela impacte de manière disproportionnée les femmes ou les personnes issues de milieux sous-représentés qui ne sont peut-être pas aussi tolérantes aux risques que les autres. Je ne pense pas que ce soit une raison pour ne pas le faire. Je pense qu'en général, avoir le contrôle sur ses choix et la direction que prend l'industrie, on voit beaucoup plus d'avantages personnalisables et de systèmes à la carte. C'est certainement un casse-tête administratif. L'essentiel, et je pense que cela a été évoqué dans votre entretien avec Michel Dampre de Félicis, c'est que la plupart des entreprises ne suivent pas ce qui se passe. Donc, l'astuce consiste à prendre davantage d'actions, puis, un an plus tard,
à demander pourquoi le salaire en numéraire est si bas. Comme car je suis complètement en dehors de vos fourchettes, ou je suis dans le bas de vos fourchettes alors que je suis un de vos meilleurs éléments, et là il y aura une correction et vous finirez par profiter du meilleur des deux mondes. Et je pense qu'en général, la façon dont nous conseillons nos entreprises en portefeuille lorsqu'elles envisagent un compromis, c'est soit de faire du 1 pour 1. Voici 10 000 $ de plus au lieu d'une valeur équivalente en actions Wanger, ou bien, surtout s'il s'agit d'une phase de démarrage, d'appliquer une décote sur les actions en disant « je vous donne 10 000 $ pour, disons, 15 000 $ d'actions Wanger ou autre ». Oui, je pense que c'est un domaine où il y a énormément de place pour l'innovation et je ne crois pas qu'ils en soient vraiment conscients. Ce que je veux dire, c'est que tout le monde aborde cela différemment et de manière personnalisée. C'est donc un domaine où vous pouvez obtenir une réelle cohésion avec votre équipe de direction pour faire quelque chose de novateur et d'original que les autres entreprises ne font pas. Ceci étant dit, Guizhou, vous étiez chez Instacart. Il semble que vous ayez une petite histoire à propos de la conception d'un programme de rémunération controversé. Pouvez-vous nous raconter cette histoire? Oui, avec plaisir. Alors, voyez-vous, quand j'ai pris la tête des RH chez Instacart, je venais de l'équipe juridique et je serais ravie d'en dire un peu plus sur ce parcours si cela intéresse quelqu'un. Mais comme je l'ai dit, la courbe d'apprentissage a été raide. Alors, j'ai fait ce que je savais faire de mieux. Être très curieuse, aller sur le terrain et essayer vraiment de comprendre l'ensemble du problème. En fin de compte, je suis passionnée par la résolution des problèmes à la source. Et ce qui était très clair, c'est qu'au sein de nos employés et même parmi notre équipe de direction, il y avait beaucoup d'insatisfaction concernant notre approche de la rémunération. En réalité, ce n'était ni vraiment codifié, ni formulé, et il n'y avait aucune cohérence autour de cela. Et point sans doute le plus critique, lorsque j'ai demandé à notre équipe de compiler les chiffres, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de décisions de rémunération prises au cas par cas, à des coûts bien plus élevés que si elles avaient été programmées, n'est-ce pas? Donc, si vous regardez l'écart par rapport au marché, je pense que nous dépensions environ 10% de plus que nécessaire ou que nous aurions dû le faire. Peu importe comment on le décrit, parce que nous prenions simplement des décisions de rémunération arbitraires et aléatoires. Il y avait en quelque sorte un diagramme de Venn, et parties prenantes qui souhaitaient rationaliser tout cela et se mettre d'accord. Mais j'ai vite réalisé qu'il y avait une réelle divergence d'opinion au sein de l'équipe de direction concernant cette philosophie de rémunération. Je me suis retrouvée en plein milieu, essayant de négocier un compromis entre ce qui ressemblait honnêtement à des démocrates et des républicains. Il s'agissait de présenter notre philosophie de rémunération à toute l'entreprise après 9 mois, et 9 mois, c'est une éternité dans le monde des startups. Il a fallu 9 mois pour passer de guerre. Ok, on va faire ça, on est prêt à le présenter à l'entreprise Acquay et à le lancer. C'était comme mon projet de loi bipartisan. Mon projet bipartisan consistait à présenter au monde cet accord entre des points de vue très extrêmes au sein de notre équipe de direction. J'aurais pu simplement arriver et dire « voilà ce que le PDG veut faire. C'est ce que nous allons faire ». Ou alors j'aurais probablement dû me retirer. À un moment donné, dire « ok, allez dans cette salle, réglez ça entre vous et dites-moi ce que vous décidez. Ok, où était... » Dites-moi simplement ce sur quoi vous êtes entendu. Mais j'étais vraiment déterminée à obtenir des résultats. Vous me donnez un objectif et je vais faire en sorte de l'atteindre. C'est un peu ça, vous me donnez quelque chose à faire, je le fais et j'obtiens des résultats. Je n'étais pas vraiment disposée à séparer ma propre réussite de celle de les aider à s'aligner les uns avec les autres. Mais je pense qu'en prenant du recul sur les aspects les plus difficiles, la beauté résidait dans leur participation au déploiement de cette stratégie. Ainsi, notre vice-président de la science des données a co-présenté avec moi. Notre PDG a donné le coup d'envoi. Notre vice-président de l'ingénierie a également été très impliqué dans le déploiement de la communication et chaque mot sur les diapositives a été validé et élaboré ensemble. Même le fait de trouver des noms astucieux, typiques d'Instacart, comme une part du gâteau, Eggy, tout ce qui nous rappelle notre héritage culturel. Mais je pense qu'au bout du compte, cela n'a certainement pas été perçu comme une initiative imposée par les RH. C'était une initiative de l'entreprise et c'était aussi quelque chose dont ils étaient tous collectivement très fiers.
Puis quand des critiques ont émergé, parce qu'il y en a eu, oh, pourquoi n'est-ce pas assez orienté vers la performance? Et là, vous savez, il y a eu une discussion commune à ce sujet. Ce n'est pas comme si vous n'y aviez pas pensé. Pourquoi n'avons-nous pas résolu ce problème? Bravo, Guizou. Je veux dire, je pense que c'est l'une des choses les plus brillantes et pourtant les plus simples que nous puissions faire en tant que leader RH, co-présenté, n'est-ce pas? Faites intervenir d'autres dirigeants, laissez leur empreinte. Je ne saurais dire combien de fois je l'ai utilisé en disant « Écoutez, c'est vous qui m'avez embarqué là-dedans, et on va s'en sortir ensemble. » Donc ça fonctionne tout simplement. C'est bravo. Eh bien, Kelly, nous en parlions justement de la responsabilité des RH et c'est un parfait exemple de quelque chose dont nous assurons la mise en œuvre et dont nous contrôlons potentiellement la cuisine interne, mais dont le résultat concret est en fait dirigé par l'entreprise. Et donc, nous essayons de faciliter la conversation et nous essayons d'aider à livrer le programme final afin que les employés le comprennent et saisissent les compromis que nous avons faits. Mais les RH n'ont pas conçu la rémunération et si vous tombez dans ce piège, ce qui m'est arrivé par erreur dans ma carrière, au moins sur le plan de l'image, et qu'on vous étiquette comme c'est la faute des RH, alors ce qui arrivera, c'est qu'à chaque cycle de rémunération, le manager pointera les RH du doigt en disant « Désolé, vous avez eu cette augmentation parce que les RH l'ont décidé. » Le bouc émissaire facile. Je pense que je suis tombée dans le panneau aussi. J'ai fait tellement d'erreurs et j'utilise le mot exact que j'allais employer. C'est incroyable qu'on soit d'accord là-dessus. C'est le mot facilitation. C'est le mot facilitation. Je dis toujours, je ne possède pas le retour au bureau. Je possède la facilitation du processus que nous voulons atteindre, mais c'est nous. Et je pense que c'est un piège facile, dans lequel tomber, surtout quand on est jeune dans sa carrière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez apporter de la valeur. Vous voulez bien faire et vous avez ces types influents qui crient. C'est un piège très facile. Je vais avoir des commentaires maintenant. Ce sont des hommes. Ce sont des hommes. Non, je pense que le mot facilitation est une compétence vraiment sous-estimée. C'est vraiment difficile, ce n'est pas simple à faire, surtout quand vous rendez compte au PDG et que le PDG est le PDG. Vous devez aussi travailler avec des dirigeants qui cherchent vraiment à atteindre ce niveau d'alignement. Je vais vous donner un autre exemple car c'est sans doute l'un de mes préférés de cette forme de collaboration radicale avec l'équipe de direction. Je pense que le développement des talents était un autre domaine qui en avait vraiment besoin quand j'ai repris la fonction et j'ai proposé une stratégie en disant « Voilà ce que nous devrions faire. Voici pourquoi je pense que nous devrions le faire. Voici comment je pense que nous devrions procéder pour chaque dimension de la fonction RH. » Après avoir occupé le poste pendant quelques mois, j'ai dit « Voici ma feuille de route. Est-ce que vous voulez faire ça ou non? » Et vous savez, l'un des points clés était que les managers sont des multiplicateurs de force au sein de nos organisations. Si vous voulez stimuler la performance et la productivité, il est essentiel de renforcer nos équipes. Ce n'est pas un avantage, c'est un impératif commercial. Et vous savez, cela a vraiment trouvé un écho et le PDG était très enthousiaste. À l'idée de lancer le projet, il m'a dit « En gros, pas de budget et je ne veux personne de l'extérieur car ça ne nous ressemble jamais. Et puis, j'aime bien cette idée de cohorte sur laquelle vous travaillez, mais faites-le 2 fois plus vite pour que tout soit terminé en 6 mois. » Je me suis dit encore une fois, comme j'étais nouvelle, j'ai répondu « Ah, ok, ça marche. » Mais nous l'avons fait. La façon dont nous avons résolu le problème a été de faire appel à des partenaires externes, mais en y intégrant notre propre ADN. J'ai donc sollicité ces mêmes dirigeants, le VP ingénierie, et je crois que notre VP sciences des données est venu parler des biais inconscients, car c'était un sujet qui le passionnait. Notre responsable produit est venu parler de notre moteur économique. Un responsable financier de notre équipe est venu expliquer comment lire un compte de résultats, car il est essentiel que nos dirigeants sachent le faire. Nous avons vraiment conçu notre programme de formation au management et au leadership, intitulé GAG Reset pour le leadership Eveger, en invitant ces dirigeants à partager leur propre parcours de développement, ainsi que des sujets qui leur tenaient particulièrement à cœur. Et puis, c'est devenu une sorte de compétition étrange, où certains nous disaient « Oh, tu sais, tu ne m'as pas invité à venir parler lors du… » Vous voyez ce que je veux dire? Mais personne n'avait jamais parlé de formation au management de manière aussi positive. Tout le monde voit ça comme une obligation de 2 heures sur le harcèlement sexuel à laquelle on doit se soumettre. Les gens ne voient pas ça comme une opportunité, mais nous avons vraiment marqué le coup en faisant un événement spécial. Ils recevaient une invitation du PDG, étaient choisis par des leaders de l'organisation,
et dirigé par des cadres avec lesquels il n'avait pas autant de proximité qu'il l'aurait souhaité. Cela a donc créé une expérience vraiment unique en son genre. Une partie de cette approche est née de contraintes budgétaires, car je n'avais pas de gestion des talents sous la main. Je ne savais pas exactement comment m'y prendre. Alors voilà ce que nous avons décidé de faire. Nous avons assemblé le tout avec les moyens du bord. Et je suis vraiment très satisfait du résultat. C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui, et même là où Instacart en est actuellement, un chef. Encore une fois, tout repose sur la puissance de l'image de marque et l'implication des cadres. Guizou, je veux vraiment te poser la question, parce que j'étais très enthousiaste à ce sujet lors de la préparation. J'adore ton parcours. Je le trouve vraiment génial et intéressant. Tu es passé du domaine juridique au rôle de responsable RH avec brio, et je veux savoir d'abord comment s'est passée cette transition, et ensuite nous parlons souvent des avocats dans cette émission, et personne n'aime les critiquer ou dire qu'ils sont difficiles à gérer. Que penses-tu de la relation entre les avocats et les RH? Et peut-être, puisque tu as été des deux côtés de la barrière, qu'apprécies-tu? Ou, au contraire, qu'apprécies-tu moins dans ces relations de travail? Oh oui, Parce qu'il ne peut pas te discréditer, vu que tu as occupé les deux postes. il peut faire ce qu'il veut, mais... On verra bien. Mais d'abord, dis-moi ce qui t'a frustré ou ce qui t'a laissé cette impression. Je pense que, bon, ce n'est pas toujours le cas, mais je dirais que l'écrasante majorité des avocats sont du parti non PEG, et du père on ne peut pas faire ça à gueux plutôt que de dire « je comprends ce que vous voulez dire, et voici comment nous pourrions y arriver à gueux ». C'est ce qu'un très bon avocat fait, mais je pense qu'en réalité, trouver des personnes avec un esprit orienté business est un vrai défi. Et je pense qu'il existe un défi similaire en termes d'image et de réputation professionnelle. C'est plus difficile pour moi d'en parler concernant la profession juridique car je connais tellement d'avocats incroyables, orientés business, qui ont vraiment aidé à transformer des secteurs, surtout avec l'économie, des petits boulots. Vous savez, les avocats à l'aise avec la prise de risque sont ceux qui ont permis à une industrie alors menacée d'extinction d'être aujourd'hui reconnue en Californie. Eh bien, ils ont enfreint la loi. Soyons très clairs dans ce secteur, ils ont enfreint la loi. Vous aviez des équipes d'avocats qui repoussaient les limites du cadre légal et cherchaient des moyens créatifs pour rendre possible ce qui semblait impossible. Vous savez, c'était quand? Il y a 15 ans? À l'époque des débuts de cette économie. Et voyez-vous, Kelly, pour répondre à votre question, et je dis cela avec beaucoup d'affection et de respect pour nombre de mes meilleurs amis et mentors qui sont avocats en droit du travail, et je ne parle pas d'eux, mais en parlant de manière plus générale, tout comme nous parlons des RH, avec cette dynamique d'amouraine. Je pense qu'ils ont contribué en partie à la réputation des RH car les avocats sont arrivés en disant « Faites pas ça, vous allez être poursuivis. Si vous faites ça, vous allez vous faire poursuivre. » Et soudain, cette industrie, cette pratique des RH, et je déteste vraiment le mot RH, CAF, ressources humaines, et quelqu'un m'a dit pourquoi pas des humains pleins de ressources. Ça semble au moins un peu mieux. Mais vous savez, ils ont instauré la peur chez des gens qui, pour la plupart, ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire plus tard, qui ont un peu atterri là et qui sont désormais responsables de la gestion des risques tout en essayant d'être plus stratégiques. Et les formations, les SHRM du monde entier sont vraiment orientées vers la conformité. Alors, si votre meilleur ami est un avocat en droit du travail qui vous dit « Oh, voici tout ce qui va mal tourner », je veux dire les PIP, pour l'amour du ciel. Si les PIP existent, c'est grâce ou à cause des avocats. Mais si l'on va à l'essentiel de ce conseil, prenons les PIP comme un excellent exemple. Au fond, la question est, la personne a-t-elle été suffisamment informée de ce qui doit changer et a-t-elle eu une chance équitable de le faire? Pouvez-vous prouver que cela a été fait, qu'ils ont été avertis d'un problème et qu'ils ont eu une opportunité réelle d'y remédier? Si vous pouvez faire cela, cela dispense de recourir à un PIP et la plupart du temps, cela règle les problèmes en cours. Beaucoup m'ont demandé, quand j'ai quitté Instacart, si j'allais retourner au barreau et j'ai été très surpris par cette question car je me disais, pourquoi ferais-je ça?
Vous savez, 90% des problèmes que je traitais en tant qu'avocat en droit du travail, au-delà de la conformité salariale, étaient des échecs de culture ou de communication. Donc, si vous voulez vraiment limiter vos risques, vous devez renforcer votre culture et communiquer efficacement, même quand ce n'est pas populaire. Je crois que vous aviez un invité tout à l'heure qui disait que nous ne sommes pas là pour être des responsables du bonheur. Ce n'est pas notre métier, mais notre rôle est de clarifier les choses quand elles ne le sont pas et d'aider à expliquer les décisions prises à nos employés. J'ai dit à mon ancien PDG, je parierais ma main à couper que la plupart des problèmes se résument à des questions de personnes ou de communication. C'est tellement vrai, et j'en suis fermement convaincue. Et quand je suis passée de l'équipe juridique à l'équipe RH, il y a eu des situations où quelqu'un de mon équipe me disait « Oh, le service juridique a dit qu'on ne pouvait pas faire ça. » Et je répondais « Ah bon, vraiment ?» Je me retrouvais à prendre cette personne à part pour lui dire « Attends une seconde. Est-ce que tu es en train de me dire X, Y et Z ?» Je disais « Et si on faisait comme ça? Est-ce que cela te conviendrait ?» Et ils étaient là, c'était littéralement une conversation de 10 minutes pour quelque chose sur lequel cette pauvre femme travaillait depuis quelques mois. Et donc je me dis, vous savez, ça fait du bien de savoir ce qui est, en quelque sorte, quelles sont les lignes rouges et ce qui ne l'est pas. Et vous savez, parfois ces lois sont en place, mais elles n'ont pas vraiment beaucoup de mordants. Donc bien comprendre cela aussi est... Exactement. Vous savez, genre d'accord, et si, je ne prône certainement pas de violer la loi, mais si vous mettez votre casquette de chef d'entreprise, tout est un calcul de risque, y compris le risque culturel, y compris le risque culturel. Il y a d'autres facteurs de risque en dehors, vous savez, d'une agence gouvernementale ou d'une personne susceptible d'engager des poursuites. Et c'est ce que tout grand avocat ferait. Et je suis n'importe qui veut une liste, genre d'avocats incroyables, qui sont orientés business, comme ça. Je suis heureuse de vous présenter certains de mes bons amis. Et Nolan, je suis maintenant en mission pour vous convaincre que votre impression des avocats est juste de la malchance. Écoutez, je pense que Ravi l'a très bien dit. Ravi de Sequoia, qui je crois était chez Instacart aussi, qui a dit qu'il y a des décisions à double sens. Et les décisions à double sens, en gros, on devrait juste y aller et faire le choix, prendre la décision, parce qu'on peut toujours faire marche arrière. Et les décisions à sens unique sont celles sur lesquelles on doit prendre le temps. Donc Guizou, c'était génial. Tellement super. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Nous vous apprécions sincèrement. Tellement amusant. C'était tellement amusant pour moi aussi. Je suis vraiment honorée d'être ici. Alors merci de m'avoir invité. Et on se reparle bientôt. J'ai hâte d'y être. HR Heretics est un podcast de Turpentine, le réseau derrière Econ 102, Moment of Zen et Turpentine VC. Abonnez-vous, 5 étoiles. Partagez sur Apple, YouTube, Spotify, partout où vous écoutez vos podcasts tout le